Bienvenue dans ce 7e épisode de notre série de formation où je vous apprends à créer une application qu'on appelle Asso Stock. Alors c'est une application qui est destinée aux associations pour les aider à gérer leur stock alimentaire. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 6, je vous invite à aller le regarder avant de continuer. Dans l'épisode 6, on a mis en place la fonctionnalité qui permet aux associations d'ajouter des quantités de produits à leur stock. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire de sorte que les associations puissent donner des produits via un panier dynamique et nous allons stocker les transactions dans la base de données. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, on y va. Donc pour cela, déjà on va fermer stock. On a fini avec stock et action. Nous allons maintenant créer une nouvelle page qu'on va appeler give. Donc vous l'aurez compris, ça veut dire donner en anglais. Oups, non. Déjà, c'est pas un fichier qu'il faut créer, c'est plutôt un dossier parce que là on est dans une nouvelle version de Nest.js, donc give, et à l'intérieur de give, on va créer un fichier qui va s'appeler page.tsx, comme ça. Et voilà. Ensuite, nous allons faire raf.ce, voilà pour la structure, et nous allons rajouter ce nouveau lien dans le menu. Donc pour le faire, on ira dans navbar ici, et on va dupliquer le lien catégorie, et juste en bas, on va mettre ce lien-là, give. Donc ici, ce sera données. Donc ici, on va mettre données, comme ça. Et ici, au lieu de list tree, nous allons mettre hand heart. Donc une main avec un cœur. Et donc au niveau de le site React, il ne faut pas oublier d'importer hand heart. Et là, n'oubliez pas une virgule ici, comme ça, il vous laisse en paix. Et ici, regardez. Alors, déjà, pourquoi ça ne s'affiche pas? Attendez, est-ce que l'application s'est arrêtée? Non, c'est toujours en cours. OK, nickel. Donc, normalement, dans quelques instants, on verra le quatrième, du moins le 5e bouton. Alors, et voilà, vous voyez, on a donné ici. Et quand je clique dessus, on tombe sur la page give. Nickel. Et donc, pour la page give, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est... Alors, on va aller créer le backend, la fonction backend qui permet de donner des produits. Donc, pour ça, on ferme tout ça. On ira dans le fichier qui s'appelle action.tx. Et juste en bas ici, on va le créer. Donc, la fonction qu'on va créer va s'appeler deduct stock with transaction. Vous allez voir pourquoi on l'a appelé deduct stock with transaction. Deduct, au fait, c'est parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un, évidemment qu'on perd quelque chose. On perd ce quelque chose-là. Donc, voilà pourquoi on fait une déduction dans le stock. Okay? Voilà pourquoi je l'ai nommé deduct stock with transaction. Okay? Et ça va prendre un argument other item. Donc, other item, ce sera un tableau qu'on va créer après qui va contenir les différents produits qu'on veut donner à quelqu'un. Okay? Et donc, ce tableau-là sera de type order item. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un tableau. Donc, il faut qu'on définisse order item. Pour ça, il faut aller dans le fichier qui s'appelle type, ici, et aller dans le fichier type qui se trouve sur GitHub, que j'ai partagé avec vous. Et maintenant, coller ça. Une seconde, coller ça ici. Donc, c'est à ça que va ressembler l'objet qui va nous permettre de donner des produits. Donc, on aura d'abord l'ID du produit. En fait, chaque order item aura l'ID du produit, la quantité qu'on veut donner, l'unité de l'order item, l'image de l'order item, le name, c'est-à-dire le nom de order item, et enfin le available quantity, c'est-à-dire la quantité disponible. Voilà. Vous allez voir pourquoi on a ramené tous ces champs-là, sachant que en vrai, c'est pas logique ce que j'ai fait là, mais vous allez comprendre. Donc order item, il faut l'importer de type. Donc voilà, il a été importé de type. OK. Et donc, on aura order item et on aura aussi l'email. Voilà. Donc, l'email de l'association qui sera bien évidemment un string. Et voilà. Et maintenant, on va faire un try et un catch. Alors, ce qu'on va faire, c'est copier ce qu'on a fait ici. Au niveau de replenish stock with transaction. Oups. Comme ça, on pourra faire un copier-coller rapide. Oups. Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Une seconde. Voilà, je fais CTRL-C. Ça, je peux le fermer. Et CTRL-V. Voilà. Donc, c'est normal ces erreurs-là, hein, ne vous inquiétez pas.
on va se concentrer dessus. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier qu'on a l'email. Donc, on va enlever quantité inférieure ou égale à 0, pas besoin. Ensuite, on va récupérer l'association, voilà, comme d'hab. Et ensuite, nous allons vérifier les stocks avant toute mise à jour. Vous savez, ici, ce tableau-là va contenir plusieurs produits. Et imaginez si on a un produit A, voilà, qui veut être donné, qui a une quantité 0, et un autre produit B, voilà, qui est donné en même temps que le produit A, mais qui a un stock qui est supérieur, du moins une quantité qui est supérieure à 1. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de sorte que ce don-là ne passe pas du tout, même s'il y a des produits à l'intérieur qui ont une quantité supérieure à 0. Voilà. Pour que ce don-là passe, il faut que tous les produits sélectionnés aient une quantité au moins supérieure à 0 ou au moins supérieure ou égale à la quantité qui est demandée. OK? Donc, pour ce faire, alors déjà ça, on va le commenter parce que peut-être qu'on aura besoin de faire des copier-coller rapides, mais on oublie ça. OK? Ensuite, nous allons vérifier cela. Donc, pour ça, on va faire une boucle et on va faire une boucle qui va itérer dans item. Donc, on va créer constante item, voilà, item comme ça, off. Donc, on va itérer sur le tableau, voilà, order item. Et donc, pour chaque item, on va créer une constante qui va s'appeler product, comme ça, qui sera égale à await prisma.product.find unique. Donc, on ira rechercher chaque produit. OK? Et là, on va préciser quel produit il faut sélectionner. Donc, where. Et là, je précise id est égal à item.productID. Voilà. Et ensuite, nous allons vérifier si ce produit existe. Donc là, je vais copier ça, CTRL-C. Et ici, on va mettre, si ce produit-là n'existe pas, là, je vais mettre produit avec l'ID, n'existe pas. Alors, normalement, il n'y aura jamais cette erreur-là, hein, puisque l'application est bien codée. Et ensuite, nous allons vérifier if, si, alors déjà, je peux dupliquer ça, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et nous allons vérifier si l'item quantity, donc si l'item.quantité est inférieur ou égal à 0, alors on dit la quantité demandée doit être supérieure à 0. Donc ça, c'est la quantité que l'utilisateur demande, c'est-à-dire l'association demande, et c'est ça qu'elle veut donner. Okay? Ensuite, nous allons vérifier si cette quantité-là est suffisante. Voilà. Donc là, on va faire product.quantité, donc le produit, la quantité du produit doit être inférieure, du moins doit être supérieure. Mais là, on va vérifier si c'est inférieur à item.quantité, c'est-à-dire la quantité demandée. Et si c'est le cas, bah là, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc là, on va relancer une erreur. Et là, on va dire le produit. Attendez. Là, c'est un format particulier qui met du temps à faire. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire juste du copier-coller rapidement. Voilà. Donc là, on va dire le produit product name n'a pas assez de stock. Demandez. Voilà. Donc ça, c'est la quantité que vous demandez. Et disponible, ça, c'est la quantité qui est disponible par produit unité. Bref, vous avez compris. Voilà. Et donc, si tout ça se passe bien, voilà, donc ça veut dire que si on arrive à sortir de ça sans erreur, ça veut dire que tout est bon. Maintenant, nous allons exécuter les déductions et nous allons enregistrer les transactions dans une transaction Prisma. Alors, vous allez comprendre. Donc, vous allez faire await Prisma. On va utiliser $, transaction. Alors, ça, c'est différent de transaction dans notre base de données. Ça, en fait, une transaction, c'est plutôt une action atomique. Atomique, c'est-à-dire, c'est le tout ou rien. Alors, je ne veux pas entrer un peu dans les détails. Ce que ça veut dire, c'est que si une seule des actions qu'on va faire ici échoue, tout le reste va échouer. C'est ça qu'on appelle une transaction. Donc, c'est atomique. Et pourquoi on l'utilise? Parce qu'on veut faire plusieurs déductions en même temps. OK? Donc ici, je vais faire A5 et ici, on va faire TX. OK? Et ici, je vais mettre une flèche comme ça et on va ouvrir une parenthèse comme ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire aussi une boucle comme ça. Hein. Donc on peut copier cette boucle-là, CTRL-C, on rentre ici. Voilà. Et je vais enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur comme ça.
Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, nous allons déduire du stock l'élément. Donc, await, ok, je fais tx.product.update. Donc là, on fait une sorte de transaction, voilà. Et ici, nous allons préciser quel produit il faut récupérer, donc where. Et ici, je dis item.productID. Et ici, je précise le association. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Une seconde. CTRL X. Voilà. Et ici, je précise where association ID est égal à association.id. Voilà. Alors ici, c'est virgule. Non. Ici, c'est ID est égal à item. Oups. Alors ici, il me dit qu'il y a une erreur. Une seconde. Update. Ah oui, ok. C'est parce qu'il veut qu'on lui passe le data. Ok. Donc, il faut lui préciser maintenant par quoi il faut remplacer les données qui se trouvent dans la base de données. Oh là là. Voilà, data. Ok. Donc, data, on va lui dire, va dans le champ quantité, dans la table quantité, du moins dans la colonne quantité, et décrémente. Voilà. Et tu vas décrémenter de combien? De item.quantité qui a été demandé. Et voilà. C'est comme ça que la déduction va se passer. Et ça va le faire pour chaque item. Ensuite, il faut enregistrer la transaction qu'on vient de faire ici. Ça, c'est une transaction. Hein. C'est vraiment différent de la transaction de Prisma. Vous voyez, la transaction de Prisma, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle comment dire, une opération atomique. Voilà, comme je vous l'ai expliqué. Hein. Donc, il ne faut pas confondre les deux. OK? Donc, on va enregistrer une transaction. Chez nous, la transaction dont je parle, c'est juste, comment dire, un historique. Voilà. Au lieu même de mettre transaction, j'aurais dû mettre historique. Voilà, pour que vous ne confondiez pas tout ça, ok? Donc, pour ça, déjà, on va faire await. Alors, je pense qu'on l'a déjà fait dans replenish. Voilà, donc, allez ici dans replenish et récupérer, voilà, transaction.create. Voilà. Et donc, ici, on peut enlever tout ça. Hein. Et donc, dans le map ici, voilà, dans cette sorte de map-là, du moins dans la boucle, voilà. Donc, pour chaque élément qu'on fait, pour chaque déduction qu'on fait, on écrit une transaction ici. Alors ça, ce sera un out au lieu de in parce que on déduit quelque chose du stock. Donc c'est out. Et ensuite, on va préciser le item.quantité et enfin le item.productID comme ça. Et voilà, c'est tout. Et à la fin, nous allons retourner success par exemple. Voilà. Donc return. Et là, je mets success qui sera égal à true. Et voilà. Nickel. Donc ça, c'est la fonction deduct stock with transaction. Donc maintenant, on peut aller l'utiliser dans la page give. Pour cela, on vient ici. OK. Donc là, on va faire une opération de copier-coller. Hein. Donc ne vous inquiétez pas du tout. OK. Première chose qu'on va faire, c'est aller récupérer les informations de l'utilisateur. Donc, on l'a déjà fait à maintes reprises. Hein. Donc, il faut aller par exemple dans catégorie, voilà. Donc, copier ça, CTRL-C. Et mettez-le juste en haut ici. Et on va importer le user, voilà. Ensuite, on a besoin d'un tableau de produits. Donc, pour ce faire, il faut aller dans le tableau, il faut aller dans la page Products. Et on récupère le tableau produit ici, CTRL-C. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un tableau order. Voilà. Qui veut juste dire une seconde. Qui veut juste dire commande. Normalement, je n'aurais pas dû mettre commande, mais bon. Ça revient à peu près au même. OK. Donc, on va créer une constante ici. Et cette constante-là va s'appeler order avec un set order comme ça. Voilà. Et le order sera de type donc égal à useState. Voilà, la variable détail useState. Et ce sera de type orderItem. Voilà, qu'on vient de créer, qu'on a créé il y a de cela 1 ou 2 minutes. Voilà, qui se trouve dans type. Et là, on précise que c'est un tableau d'ordre. Du moins, un tableau de commande. Voilà.
Et ici, on ferme tout ça et on précise que c'est un tableau qui est vide. OK? Ensuite, on va créer une constante qui va s'appeler search query. Search query. Alors, search query, en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est un champ, voilà, un champ qui va permettre de filtrer les produits en les recherchant directement, quoi. Vous voyez, dans une barre de recherche. OK? Comme ça, bah, on n'aura pas à défiler une grande liste de produits avant de trouver ce qu'on cherche, quoi. Donc, use state. Et là, je précise que le mot-clé qu'on va rechercher, c'est un string et que c'est vide au départ. Voilà. Et enfin, la dernière variable qu'on va créer, donc constante, oups, une seconde, constante. Donc, c'est une variable qui va s'appeler selected product ID. Donc, c'est un tableau qui va contenir les ID des éléments des produits que l'utilisateur a choisi. Voilà. Et c'est un tableau de string. Donc, un tableau de string comme ça. Et par défaut, c'est un tableau qui est vide. Et voilà. Maintenant, on ira chercher la liste de tous les produits. Pour ça, allez dans Product et copier Fetch Product. Copiez même ça. Voilà, CTRL-C. Et mettez-le juste en bas ici. Et voilà, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est juste importer read product de action. Et on va importer aussi useEffect de React. Et voilà. Donc là, on a récupéré déjà les produits. Maintenant, on peut commencer à afficher les différentes informations. Donc déjà, ici, on va préciser que c'est un wrapper, voilà, pour intégrer notre menu. Voilà. Alors ici, ouais, au fait, il faut préciser que nous sommes dans un composant useEffect, use client, pardon. OK. Et ici, je vais commencer par mettre une div ici. Voilà. Et je vais agrandir ici. Alors ici, il me dit qu'il y a un problème. useEffect client component. Est-ce que j'ai mal écrit use client? Bah non. Une seconde. Alors, il me dit que le problème se trouve dans navbar. Bah attendez. This. Je pense qu'il y a un problème de cache. On va arrêter l'application vite fait. Oups. Clear. Et là, je vais la redémarrer. Donc là, j'actualise tout ça vite fait. Et voilà, vous voyez, ça fonctionne correctement. Et nous sommes dans données. OK. Donc, c'est un problème de cache. De cache. OK. Ensuite, ici, nous allons faire un class name. Donc, on va faire un flex. Ensuite, un MD qui sera flex row. Donc, quand on sera sur un grand écran, on veut que les éléments se positionnent sur la largeur. Voilà, avec un flex-call pour que les éléments soient en colonne. Mais on va faire un reverse, voilà, pour les renverser. Vous allez voir après ce que ça va donner. Ensuite, nous allons créer une zone de produit. Donc déjà, je vais créer une div ici. Voilà, class name avec un MD. Quand on sera sur un grand écran, on veut une largeur qui sera de 1/3. OK? Et ensuite, on veut un input, donc un champ. Donc là, je vais mettre input de type texte. Oh là là, bon, OK. Input de type texte, comme ça. Voilà. Alors, je vais formater tout cela. Voilà, voilà. Et donc, le placeholder, ce sera rechercher un produit, comme ça. Voilà. Et la classe name sera un input, ensuite un input avec des bordures. Voilà. Et un w-full et un margin bottom qui sera de 4. OK? L'ID et le name, on s'en fiche complètement. Voilà. Voilà. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la valeur. Donc, ça va contenir quoi comme valeur? Eh bien, le search query. Voilà. Donc, le mot-clé de la recherche. Et ensuite, on va mettre onChange. Donc, E. Donc, si quelqu'un tape quelque chose dans ce champ-là, eh bien, on va faire appel à set
query. Et là, on va lui passer le e.target.value, c'est-à-dire la nouvelle valeur de recherche. Ça, c'est fait. Et juste en bas, on va afficher les produits. Vous allez voir que c'est tellement simple à faire. Donc, juste après l'input, on fait une div ici. Je vais faire une classe avec un space Y de 4. OK? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une constante qui va nous permettre de filtrer les produits en fonction de ce que l'utilisateur aura tapé ici. Pour ce fait, on crée une constante qui va s'appeler filtered available products, comme ça, voilà, qui sera égal à, donc on prend tous les produits. Ensuite, on fait .filter, donc on filtre. Et pour chaque product, on ira vérifier ceci. Donc, pour chaque produit, on ira vérifier si product.name. Donc, on va prendre le produit, on récupère son nom, on met son nom en minuscule, donc to lowercase. Et là, on va faire .include. Donc, on va vérifier si ce nom-là inclut. Et là, on met le mot-clé de la recherche, .to lowercase, qu'on met aussi en minuscule. Voilà. Et si oui, là, maintenant, on pourra faire un autre filter. Voilà, filter. On va faire aussi la même chose avec les produits. Product, comme ça. Et là, je vais faire une flèche comme ça. Et je vais faire point d'exclamation. Selected Products ID. Voilà. Donc, si oui aussi, on prend comment dire, l'ID du produit qui a été sélectionné. Et on fait point include. Voilà, on vérifie si le tableau qui contient les selected ID, c'est-à-dire les ID qui ont été sélectionnés, contient product. Voilà, product.id. Le but ici, c'est quoi? C'est que si, par exemple, la liste produit ici a été affichée à l'utilisateur et qu'il a cliqué sur ajouter, bah, on ne veut plus voir ce produit dans la liste. Parce que pour, par exemple, augmenter une quantité, genre s'il veut rajouter, pardon, ce produit-là à nouveau, il suffit juste qu'il augmente la quantité au niveau du panier. Donc, ça ne sert à rien de réafficher ce produit. Voilà pourquoi on fait ça. Ensuite, là, je vais faire .slice. Voilà. Et là, on va afficher à chaque fois 10 suggestions. Voilà, c'est tout. Et donc, juste ici, c'est là qu'on va afficher les produits. Donc là, je vais faire filtered product. Donc, on va vérifier si filtered product est supérieur à 0. Point length, c'est-à-dire le nombre d'éléments à l'intérieur, est supérieur à 0. Si oui, oups. Voilà, supérieur à 0. Donc, si oui, on va exécuter ce bloc de code. Sinon, 2 points, on va exécuter ce bloc de code. OK? Donc, ici, on va exécuter une div, tout simple ici. Et ici aussi, une div, tout simple comme ça. OK. Alors, ici, on n'a même pas besoin d'une div. On peut faire directement, on peut afficher directement la liste. Donc, ici, je vais prendre filtered available product. .map, donc on va itérer sur chaque élément. Donc on va récupérer par exemple chaque produit, donc product, ainsi que son index, c'est-à-dire sa position dans le tableau. Et juste après, on va faire une flèche comme cela. Oups, alors ici c'est pas un plus, c'est plutôt égal. Voilà. Alors ici, alors... Je ne sais pas si j'affiche une div, est-ce qu'il va se calmer? Ok, donc il y a un problème quelque part ici. Ah oui, ok. Le problème, c'est ça. Il faut faire CTRL-I. Oups. Pas besoin d'accolade ici, puisqu'il y a déjà une accolade. Voilà. Ok, et donc c'est ici qu'on va afficher les produits. Donc on a déjà fait un truc pareil dans, alors, Product Component. Où est-ce qu'on l'a utilisé? Dans Stock. Donc rechercher le fichier Stock. Voilà. Et aller copier Product Component ici. Donc, CTRL-C et mettez Product Component ici. Voilà, et ça, il faut l'importer de Product Component. Et ici, il faut préciser plutôt produit. Voilà.
Et ici, alors ici, il me dit quoi? Category name is missing in type. Ok. Attendez. Il y a un truc. Ah oui, ok. Là, regardez, j'ai comme une erreur énorme. Alors, produit ne doit pas être importé de Prisma Client parce qu'on a réécrit le type produit. Ça doit être importé de type. Et voilà, vous voyez, là, il nous laisse en paix. Ok. Et donc, dans Product Component, on va mettre la clé parce qu'on est dans un map. Je vous ai dit, il ne faut pas oublier la clé. Donc, on va mettre la clé sera l'index. Ensuite, on va rajouter le champ add qui est true. Si vous vous rappelez, c'est un champ qui nous permet d'afficher le bouton ajouter. Vous voyez, on a ça, comme ça. Par contre, ici, pourquoi on n'a pas true? On n'a pas le bouton ajouter. Voyons voir. Déjà, comment j'ai écrit product component. Donc, si on a add qui est égal à true. Ah, attendez. Ah oui, ok. Je ne l'ai pas encore passé le handle add to cart. Voilà pourquoi il n'a pas encore affiché ce bouton-là. Ok. C'est bon. On est dans les beaux. On est dans la bonne voie. Ou on est sur la bonne voie plutôt. Ok. Et donc, après product, on va lui passer le handle add to cart qui est une fonction. Voilà. Qu'on va définir tout de suite. C'est une fonction qui va nous permettre d'ajouter ce produit-là dans notre panier. Pour l'instant, on n'a pas encore cette fonction, donc on va le laisser comme ça. Ensuite, on a besoin d'afficher un message, vous voyez, à l'utilisateur si il n'y a aucun produit disponible. Donc, pour ce fait, on a déjà fait ça dans Product. Donc, aller dans le composant Product et copier le empty state. Donc, ce empty state-là, CTRL-C, et venez ici et coller cela juste ici. Et voilà, c'est tout. Et ça, il faut l'importer. Et voilà, c'est tout. Alors, je vais commenter ces deux lignes-là déjà, histoire de voir ce qu'on a. OK. Donc, on aura techniquement, vous voyez, on n'a aucun produit disponible et ça réapparaît. Vous voyez? Par contre, ici, sélectionner un produit pour voir ces détails. Ça, c'est un peu bizarre. Normalement, on doit avoir... Ah oui, excusez-moi, j'ai commenté le produit. Voilà pourquoi il me fait ça. OK. Et là, vous voyez, bam, on a le produit qui apparaît ici. OK. Donc, pour le faire déjà, donc ça, je vais décommenter et on va aller définir cette fonction. Donc, juste en bas ici. OK. Alors, comment ça marche? Constant handle add to cart qui va prendre en argument le produit qu'on veut ajouter. Donc, product. Alors, par contre, ici, c'est bizarre. Pourquoi je ne lui ai pas passé le produit? Bon, en fait, c'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire, c'est... OK, donc il va prendre en argument le produit. Voilà, un product qui sera de type product. Et faites attention, voilà, c'est le product qui vient de type. Flèche, comme ça, OK. Ensuite, nous allons mettre à jour l'état du panier. Donc, cette odeur est là. On va prendre comment dire, les produits précédents qui se trouvent dans le panier. Donc, ça va prendre ça en argument, comme ça. Et laissez-moi vous montrer la magie du truc. Voilà. Nous allons rechercher si le produit est déjà présent dans le panier. Oups, non, pas ça. Une seconde, comme ça. OK. Pour ce faire, on va faire constante. Voilà. On va créer une variable qui va s'appeler existing product et qui sera égale à prev, odeur, donc les produits précédents, .find. Voilà, donc on va faire une recherche. Et là, on va rechercher item. Et on va dire, retourne juste les éléments ou l'élément qui a pour item.productID qui est égal à product qu'on a reçu en commentaire, du moins en argument ici, .id. OK. Ensuite, on va créer maintenant let's updated error.
let's updated, comment dire, order. Voilà. C'est une variable qui va contenir le panier qui a été mis à jour. OK. Ensuite, on va vérifier if. Donc, si existing product, donc si on trouve le produit qui existe déjà, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste augmenter la quantité puisque c'est déjà dans le panier. Donc, je fais updated order sera égal à prev order.map. Et là, on ira récupérer item. Comme ça, je fais une flèche comme ça. Et ici, nous allons mettre item.product.id est égal à product.id. Donc là, on va vérifier si le item, si l'item product ID est égal au produit qu'on a reçu en argument là. Donc si c'est le cas, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter tous les autres items, c'est-à-dire tous les autres produits qui existent déjà dans la base de données, du moins dans le order, voilà. Et on va rajouter le champ quantity, donc quantity, voilà, quantity, comme ça. Donc il va écraser celui qui existe déjà. Et là, on va lui passer mat.min. Donc on va empêcher de dépasser le score. Hein. Donc mat, pas le score, le stock, pardon. Donc on va prendre le item quantité. Donc item.quantité. On va faire plus 1. Et il ne faut pas qu'il dépasse la quantité du produit. Donc product.quantity. Et voilà. Donc ça, c'est le cas. Sinon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est égal à item alors. Donc item. Voilà. Donc cette condition-là est terminée. Et donc else, ici. Si le produit n'existe pas encore, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire. Eh bien, on l'ajoute avec une quantité initiale de 0. Donc là, je prends le tableau updated order comme ça, qui sera égal à un tableau qui est vide comme ça. Et je fais point. Pre-order. Donc on met les commandes précédentes, c'est-à-dire les produits précédents. Et on va rajouter ce nouveau champ. Oups. Et on va rajouter, pardon, ce nouvel objet. Voilà. Donc, il y aura pour... Alors, déjà, ce qu'on peut faire... Je vais aller dans type. Donc, type ici. Et on va copier le order item. Donc, copier ça, CTRL-C. Et nous étions où déjà? Ici. Voilà. Donc, le product ID, ce sera égal au product ID. Et la quantité, ce sera égal à 1. Voilà. Alors, ici, ce n'est pas un point virgule. C'est plutôt une virgule. Le unit, bah, c'est le product.unit. L'image, c'est le product.image. Voilà. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi je rajoute l'image dans le panier? Bah, c'est pour afficher le produit dans le panier avec son image. Voilà pourquoi je fais ça. Et ici, je vais faire product.name pour le nom. Et enfin, le available quantité, c'est la vraie quantité du produit. Voilà. Donc, product.quantité. Ça, c'est pas ce que l'utilisateur a choisi. Hein. C'est ce qui se trouve dans la base de données. Voilà. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, on finit avec le set order comme ça. Par contre, ici, il y a un petit problème. Ah non, en fait, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on n'a pas encore fait un return. OK. Ensuite, on a fini avec le if et le else. Donc, en dehors du if, else, nous allons mettre à jour la liste des ID des produits qui ont été sélectionnés. Ça, c'est super important. Donc, set selected products ID. Et là, on va prendre la précédente, comment dire, la liste précédente. Voilà. Donc, prev selected. Et ensuite, on va faire ceci. Donc, on va prendre cette liste précédente-là. Donc, prev selected. Point include. On va faire une inclusion de product
.id, comme ça. Voilà. Et on va vérifier si, ce qu'on fait juste, c'est vérifier si l'id se trouve déjà dans pref selected. Donc sinon, si ça se trouve dedans, bah, on retourne juste pref selected. Donc ça veut dire que plus besoin de l'ajouter puisque il s'y trouve déjà. Mais sinon, s'il n'existe pas dedans, bah là maintenant, on crée un nouveau tableau avec pref selected comme ça. Donc on rajoute tous les anciens éléments de pref selected et on va rajouter notre product.id. Et voilà. Et à la fin des fins, ce qu'on va juste faire, eh bien, c'est faire un return. Donc on va retourner return existing, non pas existing, updated order. Et voilà, comme ça, le set order va fonctionner correctement. Et c'est ça qui va nous permettre de créer notre panier. Maintenant, nous allons afficher notre panier. Donc pour ça, on ferme cette partie-là qui permet... Alors déjà, je ne vous ai même pas montré comment ça fonctionne ce truc-là. Si je mets par exemple Z, vous voyez, ça disparaît. Mais si je mets pomme, voilà, il reste là. Si je mets n'importe quoi, voilà, ça disparaît. Donc ça marche super bien. Alors, il me dit return updated is not defined. Quand je fais un plus, vous voyez. Alors, pourquoi on a ça? Return updated, attendez. Ah ok, ça a fonctionné, ok. C'est un problème de cache. Vous voyez, là, je fais ça. Et le produit a disparu parce qu'il se trouve maintenant dans le panier. Maintenant, il faut qu'on affiche ce fameux panier. Donc, juste après cette div-là, voilà. Oups. On va créer... Oh lolo, une seconde. On va créer une div comme ça. Et cette div-là, on va lui mettre déjà une class name. Donc, quand l'écran sera un peu plus grand, on veut une largeur qui sera de 2/3. On veut un padding qui sera de 4. Quand l'écran sera plus grand aussi, on veut un margin left qui sera de 4. On veut un margin bottom qui sera de 4. Et quand l'écran sera encore plus grand, on aura un margin bottom. Voilà, un margin bottom qui sera égal à 0. Avec une hauteur qui s'adapte au contenu. Donc hfit avec une border qui est de 2. Et une border-base-200, c'est la couleur de la bordure avec un rounded 3XL, donc on arrondit les bords, et un overflow X, overflow X, qui sera automatique. Pour avoir un scroll. Alors, il est où le X? Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre le tableau order qu'on avait déjà créé, hein, vous inquiétez pas. Donc, on prend le tableau order, voilà. On fait point length. Donc, on compte le nombre d'éléments qu'il y a dedans. On regarde si c'est supérieur à 0. Voilà. Et si c'est supérieur à 0, bah, on va exécuter ce code. Sinon, on va exécuter ce code. Donc, si c'est supérieur à 0, bah, ce qu'on va faire, c'est afficher déjà un tableau. Donc, on va créer une div ici. Voilà. Ici, je vais mettre tableau simple. Après, on va l'enlever. Et juste en bas ici, il faut qu'on affiche un truc pour montrer que le panier est vide. Donc, copier empty state ici. Et coller-le ici. Voilà. Et on va changer le message. On va mettre aucun produit dans le panier. Comme ça. Et on va changer le logo. Ce sera, une seconde, hand heart. Et là, vous voyez, on n'a aucun produit dans le panier. Et quand je fais ça, vous voyez, ça change. Voilà, aucun produit dans le panier et ça change. Donc, ça marche super bien. Par contre, je ne vois pas pourquoi ces deux éléments-là ne sont pas côte à côte. Vous voyez, quand c'est en responsive, c'est propre. Mais là, c'est pas bon. Et c'est de ma faute parce que ici, j'ai mis flew au lieu de flex. Et là, normalement, voilà, ils sont côte à côte. Et quand je réduis, bam, 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 bam. Maintenant, affichons les produits. Donc, pour ça, on enlève tableau ici. OK? Et ce qu'on va faire, on va créer une
un table. Donc un tableau à l'intérieur ici. Et ce table-là aura pour class name table de DCUI avec une largeur qui est totale et un scroll qui sera automatique. Ensuite, alors, on aura un T-head, donc l'entête du tableau. Voilà, avec une balise TR. Voilà. Et donc, dans TR, on va mettre en place des TH, c'est-à-dire les titres des colonnes. Donc, on aura l'image, on aura le nom et la quantité. Voilà, pour gagner du temps, je les colle là. Donc, nom, quantité, unité, action. OK? Et juste après le T-head, on aura le T-body, c'est le corps du tableau. Et pour ça, on va mapper sur le tableau order. Et pour chaque item, donc pour chaque produit qui s'y trouve à l'intérieur, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est très simple. On va afficher une ligne. Voilà. Et cette ligne-là aura pour clé. Alors déjà, il y a un petit problème. Ah oui, ici, ce n'est pas des accolades, c'est plutôt une parenthèse qu'il faut mettre. Voilà, donc une clé sera item.productID. Et à l'intérieur, on va rajouter un TD. Voilà. Et dans ce TD-là, on va rajouter déjà une image. Donc pour l'image, on avait déjà créé plusieurs composants qui permettent de le faire. Donc aller dans Product Component par exemple et copier Product Image. Donc CTRL-C. Voilà. Et on peut coller notre Product Image ici. Voilà. Ici, je vais importer Product Image. Et on va passer Item. Voilà, Item, ça. Et voyons voir ce que ça donne. Regardez, là, j'ajoute le produit. Vous voyez, on a le produit qui est là. Mais par contre, la largeur et la longueur est trop. Donc, on va mettre plutôt 12. 12. Voilà, ensuite, je vais faire un... Let's go. Attendez, on a quoi comme erreur? Ok, ça, c'est normal. Ensuite, je fais plus. Vous voyez, on a notre produit qui est là. Voilà, on a son image qui est là et qui est bien beau. Par contre, il y a un truc qui est ici. Je ne comprends pas d'où ça vient. J'ai l'impression qu'il y a un espace de trop. Ah! Object cover. Ok, c'est un peu bizarre ces trucs-là, mais continuons. Ok. Donc, après ce TD-là, on va rajouter un autre TD. Donc, ça, c'est une colonne. Et dans cette colonne, on va mettre le nom. Donc, item.name. Après ça, nous allons mettre dans un TD un input de type texte. Alors, je peux copier déjà l'input qu'on a fait ici en haut. Donc, copier juste cet input-là. Et mettez-le ici. Et ici, nous allons mettre number. Voilà. Et ici, nous allons mettre la quantité. Donc, value. Voilà. Point quantity. Non, item. Attendez. Value, voilà. Qui est égal à item.quantity. Donc, ça, c'est la quantité. Le min. Voilà. C'est égal à 1. Donc, la quantité minimale est égale à 1. Il ne faut pas qu'il choisisse des chiffres négatifs. Et juste après, on va mettre un max. Donc, le max, ce sera égal à la quantité du produit. Donc, item, item, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, point available quantité. Voilà. Et ici, on peut enlever ce value là. Et on va mettre en place un onChange. Donc, ce onChange là, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on va changer la quantité ici, on va faire appel à une fonction qui va s'appeler handleQuantityChange et qui va prendre en argument deux éléments. Premièrement, on aura l'ID du produit, donc item.product. Oh là là. Bon, item.product
product ID et ça va prendre la valeur actuelle de la quantité. Et cette valeur-là, il faut qu'on la mette dans un number. Donc, on la convertisse en nombre. Si ce n'est pas en nombre, donc number. Voilà. Ensuite, il faut qu'on définisse cette fonction. Alors, vous inquiétez pas, c'est tellement simple à faire. Donc, juste ici, nous allons créer une constante. Oups, non. On va créer une constante qui va s'appeler handle quantity change, qui va prendre en argument un produit. Oups. Qui va prendre en argument un produit. Donc, à peu près comme ça. Hein. Voilà. Un produit. Non, pas un produit. Un product ID. Voilà. Et ici, le product ID, c'est un string. Et il va prendre aussi en argument la nouvelle quantité qui sera un number. Et ensuite, on ira dans le tableau order. Donc, je fais set order, voilà, pour mettre à jour le tableau des orders. Et là, on va modifier prev. Donc, on va prendre tout ce qui est commande passée, du moins les produits qui existent déjà dedans. Et ensuite, je vais faire un prev. Alors, ça, je peux fermer cette fonction. Ça aussi. OK. Ensuite, on va faire un prev order. CTRL-C, CTRL-V. .map. Donc, on ira dans le tableau. On va itérer sur chaque élément qui va s'appeler item. Et on va faire une vérification. Si item.productID correspond à notre product ID qu'on a reçu en argument. Donc, il s'agit bien du bon produit. Et là, on va faire une mise à jour. Oups. Donc, on prend tous les items qui existent déjà. Et on prend toutes les informations de l'item, c'est-à-dire du produit. Et on va rajouter cette nouvelle quantité. Donc, quantity. Sinon, on retourne juste l'item comme il est. On ne fait rien. Alors, ici, il me dit qu'il y a un problème. Regardons attentivement ce que c'est. Order item is not assigned to the type string. OK. Order item. Attendez. Ah oui. Donc ça doit pas être un string. Alors. Bon, essayons de formater tout ça déjà. Ah oui, il doit manquer un truc que j'ai mal fait ici. Attendez. Order.productID est égal à un string. Donc si item.product est égal à un string. Ah oui, regardez. Ici, je ne fais pas une comparaison. Je faisais une déclaration de variable. Et là, c'est bon. Et voilà. Maintenant, on peut aller dans le input de quantité ici. Donc ici, on va changer les class name. Donc on aura un input avec un input bordered, etc. Mais là, on va rajouter un width de 20. Et quand je reviens ici, je rajoute un produit. Vous voyez, on a ça. Et là, on peut changer la quantité comme on veut. Ensuite, l'unité. Donc, pour l'unité, on va rajouter un autre TD juste en bas ici. Et l'unité, déjà, je vais faire un class name capitalize. Voilà. Pour le capitaliser. Je ne sais pas si ça se dit en français. Bref. Ici, on va rajouter le item.unit. Et voilà. Donc, vous allez voir l'unité. Voilà, en kilogrammes. Et nous avons besoin d'un bouton qui va nous permettre de supprimer le produit du panier. Donc, pour ce faire, créer juste un button comme ça. Voilà. Et ici, nous allons mettre l'icône trash de Lucid React. Voilà. Avec un class name de 4. Du moins une largeur et une hauteur de 4. OK. Ici, je vais rajouter class name, btn, btn-small et btn de type error. Et là, normalement, on aura un beau bouton. Donc, je fais plus. On a ça.
OK. Maintenant, quand on va cliquer sur ce bouton-là, on veut que le produit soit enlevé du panier. Voilà pourquoi nous allons ajouter un événement qui va s'appeler, du moins un événement onClick, voilà. Et on va faire appel à une fonction qu'on va coder juste après, qui va s'appeler handle remove from cart. Et là, on va lui passer l'élément qu'on veut enlever, donc item.productID. OK. Maintenant, allons définir cette fonction. Vous allez voir aussi qui est très très simple. Donc, CTRL-C. Et ici, créons une constante. Voilà. Et je vais dupliquer ça. Voilà. Donc, lui, il va recevoir juste le product ID. Voilà. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est à peu près un truc qu'on a fait ici. Hein. Donc, copiez ça déjà. Mettez-le ici. Voilà. Donc, dans Prev order, pardon. Déjà, ça, on peut l'enlever. On va faire un constant updated order qui sera égal au tableau là. Point filter. Donc, on va faire un filtre. Voilà. Et on va rechercher l'élément. Voilà. Oups. Donc, l'élément qui a pour product ID. Donc, item.productID. Différent de product ID. Vous voyez? Donc, comme ça, on va écarter au fait on va écarter ce produit-là de façon automatique avec cette ligne de code-là. OK? Nickel. Et donc, après ça, nous allons maintenant faire appel à setSelectedProductById. Donc, le tableau qui contient la liste des ID qu'on a sélectionnés. Eh bien, on va itérer sur ça et on va prendre l'état précédent du tableau. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est très simple. On va prendre ce tableau-là. Voilà, voilà. Et je vais faire un point filter aussi. On va faire la même chose, quoi. On va écarter l'ID. Donc ici, je mets l'ID comme ça. Je mets une flèche. Et là, on veut sélectionner que les ID qui sont différents de Product ID. Voilà. Et à la fin, voilà, il va râler parce qu'il faut qu'on fasse un return updated order. CTRL-C, CTRL-V, comme ça. Voilà. Alors ici, il me dit, alors, unexpected. Why? Ah oui, excusez-moi. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est faire un CTRL-X de tout ça. Et mettez des accols. Attendez. Ouais, alors, il y a un problème, une seconde. Refaites CTRL-Z. Voilà, on reste là-dessus. On va rajouter une accolade ici. Voilà. Et juste ici, on va rajouter cette accolade. Et voilà. Et voilà. Donc, regardez, quand je fais... Oups. J'ajoute le produit. Je change la quantité, par exemple. Je le supprime. Bam. Vous voyez? Et donc, ça fonctionne super bien. OK. Maintenant, il nous reste le bouton pour envoyer ce panier-là à notre base de données. Et donc, donner le produit, quoi. Du moins, les produits. Pour ça, déjà, je vais fermer ça. On va fermer table. Voilà. Et juste en bas de table, juste en dessous, on va créer un bouton ici qui va s'appeler confirmer le don. OK? Voilà. Et ici, on va rajouter... oups. Je vais rajouter class name comme ça. Et ensuite, on va mettre un btn, ensuite un btn-small, ensuite un btn. Alors, pas small, on veut pas un petit bouton. Plutôt un btn, oups. Plutôt un btn-primary avec un margin top qui sera égal à 4 et un w-fit. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne l'aura pas parce qu'on n'a pas encore de produit. J'ajoute, vous voyez, on a le bouton confirmer don. Par contre, pourquoi ce bouton-là est collé à notre élément comme ça? C'est pas normal. Attendez,
Essayons une balise anonyme. Et voyons voir ce que ça donne. Une seconde. Toujours, ok, c'est logique. Et c'est de ma faute. Regardez ici au niveau de cette div là. Ici j'ai mis un padding, mais j'ai pas mis 4. Et voilà, normalement on aura un espace. Voilà, on a ça, ok. Maintenant, on va faire un on-clic sur ce bouton là. Donc on va confirmer le don. Donc quand on va cliquer sur le bouton, là on va faire appel à la fonction qui s'appelle handle submit. On n'a pas encore créé, hein, mais vous allez voir, c'est très simple à faire. Et donc, pour le faire, il suffit juste d'aller ici, voilà. On va créer une constante qui va s'appeler handle submit, qui sera égale à une fonction asynchrone, qui va prendre en argument un E. Voilà. Alors, par contre, non, c'est même pas un formulaire, donc on n'a même pas besoin de faire ça. Ok. Donc, pas besoin d'argument, voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est une flèche comme ça. Ok. Ensuite, on va faire un try et un catch. Voilà. Et dans le catch, on va faire console.error. Voilà. Et on va afficher l'erreur. Voilà. Et dans le try, on va vérifier if si order.length, donc si le tableau order contient 0 élément, voilà. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher à l'utilisateur un toast. Donc toast.error. Alors toast, il faut l'importer de React. Toastify. Donc .error. Comme ça. Et là, on va préciser, veuillez ajouter un produit à la commande. Alors déjà, il ne pourra même pas accéder au bouton parce que je le cache déjà. Mais voilà, on n'est jamais trop sûr. Et ici, on va faire un return. Donc on ne fait rien. On sort de l'élément. Par contre, si on a quelque chose, là maintenant, on va faire constante response. Voilà, là on va faire appel à notre API, donc await. Et l'API qu'on a créée, donc je vais aller dans Action. Elle s'appelle deduct stock with transaction. Et là, je vais lui passer ça. Et je vais lui passer le tableau order plus l'email. Et ça, bien évidemment, il faut l'importer de Action. Ah oui, excusez-moi. Qu'est-ce que je viens de faire là? Non, c'est pas ici. C'est plutôt ici. Voilà. Ok, nickel. Ensuite, on va vérifier if. Parce que si vous vous rappelez bien, la fonction retourne success ici. Vous voyez, success est égal à true. Donc, on va vérifier si success est égal à true. Donc, if response.success, voilà, est égal à true. Là, maintenant, on va afficher un toast comme, un toast comme ça. Et là, dans ce toast-là, bah, je vais juste afficher toast success pour dire à l'utilisateur donc confirmer avec succès, comme ça. Voilà. Ensuite, on va remettre, on va réinitialiser le panier, donc en un tableau vide. On va réinitialiser le tableau qui contient les ID des produits qui ont été sélectionnés en aussi un tableau vide. On va refaire un fetch product pour récupérer à nouveau les produits, histoire de mettre à jour les quantités. Voilà. Et par contre, si ce n'est pas success, donc else. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème. Bah, là, on va juste afficher toast.error. Et là, on va afficher le message d'erreur. Donc là, je vais faire. Donc là, on va créer ça. Et là, je vais faire une seconde. Response.message. Alors, par contre, une seconde. Alors.
Alors ici, il me dit, une seconde. OK, message does not exist in success boolean. OK, response is possibly undefined. Voilà, donc là, il nous laisse en paix. Et ce message-là est tout à fait normal. Cette erreur-là est tout à fait normale parce que ici, dans le catch, on ne retourne pas un message au niveau de l'API. Donc ici, quand il y a une erreur, on va faire un return et on va retourner un success qui est false. Voilà, qui est false comme ça. Et on va retourner aussi un message. Et ce message-là, ce sera une variable error, du moins cette variable erreur-là. Et là, vous voyez, il nous a laissé tranquille. OK. Et donc maintenant, testons cette fonctionnalité. Donc ici, je reviens là. Alors, j'actualise. Il y a sûrement un problème. OK, c'est bon. J'ajoute le produit. Je rajoute... alors déjà, je ne sais pas combien de produits j'ai même. Déjà, je vais supprimer. OK, j'ai 80. Je vais rajouter 98 par exemple. Confirmer le don. Là, il me dit, le produit pomme n'a pas assez de stock. Demandez 98, disponible 80. OK. Donc là, on va demander 80, les 80 piles. Je fais confirmer le don. Alors, ça charge, hein, je pense. Ah. Transaction already closed et commit cannot be executed on an... OK. Donc, il y a un problème. Une seconde. Actualisons à nouveau. Alors, on reprend. Donc là, je lui passe 90. OK, il m'a dit que c'est pas bon. Je lui passe maintenant 80. Alors, ça charge. Attendez. Prisma transaction already closed. A commit cannot be executed on an expired transaction. The time log, the timeout for the transaction was OK. Since OK, consider increasing the iterative transaction timeout or down less. OK. Donc, on a un petit problème ici au niveau de la transaction. Voilà. OK, alors, il a un problème avec le temps, vous voyez, d'exécution de la requête. Donc, ça prend trop de temps. Donc, ce qu'on peut essayer de faire pour corriger ce problème-là, c'est exécuter plusieurs mises à jour en parallèle en évitant les for, là, vous voyez. Parce que les for, ils n'aiment pas ça. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est à la place du for. Donc, déjà, je fais CTRL X de ces deux éléments-là. N'oublie pas, nous sommes dans action, hein. Et nous sommes dans la fonction dedicted stock with transaction. Ce qu'on va faire, c'est faire un CTRL X. Voilà, on va enlever le for là. OK. Ah non, ça c'est pour la transaction. Ah si, c'est bon, OK, c'est le bon. OK, OK. Donc, CTRL X, j'enlève ça. Et nous allons prendre le tableau order item. Comme ça, qu'on a reçu en argument ici. Je vais faire .map pour mapper dessus. Et pour chaque item, pour chaque élément qui se trouve à l'intérieur, là, maintenant, on pourra lancer ça. OK. Alors, ici, il ne faut pas mettre une... Attendez, CTRL Z. Ici, il ne faut pas mettre ça. Il faut juste faire ça. OK. Alors ici, alors, il y a c'est parce qu'il y a deux actions ici. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est trouver un moyen d'exécuter aussi ça. Et aussi, il ne supporte pas vraiment les await, quoi. OK. Donc, ce qu'on va faire, enlevons les await, comme ça. Voilà. Faites un CTRL X de tout ça. Donc, gardez les maps, hein. OK. Ensuite, on va utiliser un promise all. Donc, on va faire un return, comme ça. Promise.all. Et là, on va utiliser, oups, voilà, un tableau comme ça. Ouais, ça c'est bon. Et juste à l'intérieur, on va faire ça. Donc tx comme ça. Et je vais faire point virgule, une virgule comme ça, voilà. Et ici, il me dit que le return, il n'est pas trop
d'accord avec le return, c'est tout à fait normal. Alors, copier ce tableau-là, faites CTRL X, et ici on va mettre plutôt une parenthèse, et là maintenant on peut remettre notre élément à l'intérieur. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un bug que je viens de trouver aussi. Donc j'essaie de le corriger au fur et à mesure, ok? Maintenant on va essayer, voilà, histoire de voir si ça fonctionne. Donc je rajoute mon produit. Je rajoute une quantité de 80, de 900. Normalement, il va me dire que c'est pas bon. OK. Et maintenant, si je rajoute 80. Et voilà. Donc, confirmé avec succès. Donc, ça a fonctionné. Voilà. Mais par contre, pourquoi on a toujours 80 ici? C'est bizarre, hein? Une seconde. Normalement, on doit avoir 0. Donc, je reviens dans produit pour voir la liste. Pour voir les quantités que j'ai. Ok, on a toujours 80. Il y a un truc qui est bizarre. Regardons si il n'y a pas un truc qui s'est mal passé. Normalement, non. Sinon, on aurait eu une erreur. Ok. Bon, on va rajouter un nouveau produit. Je vais rajouter, je sais pas, 120. Non, 80. Comme ça. Confirmer le don. Ok. Alors, ici, il me dit point .update. Ok. Cannot be executed a committed transaction. Ok. Donc là, et pourquoi il me dit que le don a été confirmé avec succès? C'est pas normal alors. Bon, c'est sûrement un problème de cache qu'on a eu. Alors, ce que je vous conseille, c'est qu'on va retourner, on va refaire ce qu'on avait fait avant avec les for, c'est mieux, voilà. Donc, for, normalement, vous aurez le code hein, directement dans, sur GitHub. Donc, vous pouvez copier directement ce que je fais. Hein. Donc là, on va faire plutôt une boucle, voilà. Quick fix, voilà, donc other item. Et ici, dans cette boucle-là, on va faire directement ces requêtes-là. Donc, CTRL X et enlever ça. Bam. Une seconde. Non. Attendez. Bon, on va faire ça déjà. Donc, ici, c'est await. Et ici aussi, c'est await. Alors, ici, il faut mettre un point virgule. Et ce order item, là, on peut l'enlever. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. OK. Donc, on peut l'enlever. Et maintenant, on va réessayer ce que ça donne. Mais je pense que ça a fonctionné. Donc, on actualise à nouveau. Allez, sors-nous les produits, mon frère. Voilà, on rajoute. Je rajoute 90. Voilà, confirmer le don. Il me dit que c'est pas bon. Maintenant, je rajoute 70. Je confirme le don. Et là, il va me dire que c'est bon. Oh, c'est pas bon signe ça. Voilà, c'est pas bon signe ça. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur colossale. Vous allez voir, c'est une erreur très simple. Regardez ici. Le but de ce que j'ai fait ici, c'est d'utiliser une transaction, c'est-à-dire de rendre ces deux opérations, c'est-à-dire la déduction des stocks des produits sélectionnés et l'écriture des transactions atomiques. C'est ce que je veux faire. Mais ici, au lieu d'utiliser TX, ici, j'utilise encore Prisma. Donc, il faut juste faire ça et c'est tout. Ça a été corrigé. Là, j'ai mis près de 30 minutes à trouver mon erreur. Et donc, normalement, là, je mets ma main à couper. Ça va fonctionner. Alors déjà, il faut actualiser la page. OK. Ensuite, je vais rajouter mon produit. Voilà. Je vais rajouter 90. Là, il va me dire non. OK. Ensuite, je vais rajouter 80. Là, voilà. Donc, confirmé avec succès. Et ici, vous voyez, on a 0 kg. Si je rajoute le produit, là, je ne peux même pas rajouter un truc ici. Quand je fais confirmer le don, il me dit le produit pomme n'a pas assez de stock. Demandez 1, disponible 0. Donc, ça marche super bien. Et voilà. Ainsi se termine cet épisode. Et donc, dans l'épisode 8, on va afficher toutes les transactions et on va permettre à l'utilisateur ou du moins à l'association de filtrer ces transactions en fonction de certaines dates et en fonction des produits. Donc sans plus tarder, passons à cet épisode. Let's go!